Bonjour. Hello. Hola, Marhaba bikoum. Sur le fil, le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est un conflit qui ne fait pas souvent la une et pourtant la guerre entre deux généraux rivaux en lutte pour le pouvoir au Soudan devrait retenir votre attention. Selon l'ONU, sans action rapide de la communauté internationale, les Soudanais pourraient vivre la pire crise de la faim dans le monde. Les affrontements entre les troupes du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont déjà fait des milliers de morts et c'est sans compter les multiples exactions dont sont victimes les civils. L'ONU évoque un possible génocide au Darfour, la Cour pénale internationale de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dans cet épisode réalisé par Étienne Kennel, Sur le fil vous emmène au Soudan où notre équipe a pu recueillir des témoignages rares. Quelle solution pour surmonter cette impasse dramatique? Nous avons posé la question à Thierry Vircoulon, chercheur à l'IFRI et spécialiste de la région, et à Laetitia Bader de Human Rights Watch. Sur le fil. Zahra Ali a fui le Darfour, une des régions les plus touchées par la guerre. Avec son mari avocat et ses enfants, elle a rejoint Kampala, la capitale ougandaise. Leur voyage a duré 2 mois. Jusqu'à ce que nous arrivions à Kampala, nous n'y croyions pas, en raison de l'intensité de la terreur, de la peur et de la souffrance auxquelles nous avons été confrontés au Darfour, principalement après les 6 premiers mois de la guerre. Nous avons dépensé tout notre argent pendant cette période. Nous souffrons également ici et nous n'avons pas reçu de soutien. Nous n'avons qu'un peu d'argent que nous ramenons du Soudan. Il est difficile de trouver de l'eau et de l'électricité. L'eau n'est pas bonne pour la consommation humaine. Les prix des loyers sont élevés ainsi que les frais de scolarité. Plus d'1,5 million de personnes ont quitté le pays. Plus de 8 millions sur les 48 millions d'habitants que compte le pays ont fui les affrontements et restent actuellement déplacés. Les pillages, les combats, les frappes aériennes et les routes coupées par les belligérants ont achevé d'isoler chaque région du pays, grand comme 4 fois la France. La situation humanitaire est dramatique. Écoutez Gaïda Ali, interviewé par nos correspondants sur place à Port-Soudan fin mars. Nous sommes sans abri. Les gens ont perdu leur emploi. Ils n'ont pas les moyens de se nourrir et de boire. Même les refuges ne sont pas équipés pour héberger les gens. Nous n'avons pas d'argent pour les médicaments. Le problème actuellement, c'est qu'en effet, comme le pays est en guerre depuis 1 an, il y a des combats dans la région qui constitue la plus grande région agricole du pays, au centre-sud du pays. Et par conséquent, les récoltes n'ont pas pu être faites. Néanmoins, là où il y a des aliments, le problème c'est que leur prix est beaucoup trop élevé. Thierry Vircoulon est chercheur et coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe, Centrafrique subsaharienne à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Donc le Soudan est à la fois confronté à une situation où les récoltes sont inférieures à ce qu'elles ont été les années précédentes et où les prix sont beaucoup plus élevés. Donc il y a en effet des régions, notamment au Darfour, où le risque de famine est très élevé. On est déjà dans une situation de IPC 4, donc de malnutrition très importante dans la région du Darfour. Dans le Kordofan, il n'est pas impossible que ça soit aussi une situation similaire. Et donc il y a en effet, avec la saison de la soudure, un vrai risque de famine dans ces régions du pays. Et dans ces conditions, 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, dont près de 15 millions d'enfants. 18 de ces 25 millions sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. La famine menace. Thierry Vircoulon craint en particulier la période de soudure entre 2 récoltes, en principe entre avril et juillet. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme. Écoutez son porte-parole, Christian Lindmeier. Le temps presse. Si les combats ne cessent pas et sans un accès sans entrave pour l'aide humanitaire, la crise soudanaise s'aggravera considérablement dans les mois à venir et pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de la région. Nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg et la situation pourrait être plus grave en réalité.
l'accès des acteurs humanitaires est particulièrement limité. La moitié des États ne sont pas accessibles depuis l'intérieur du Soudan. Le Darfour et le Kordofan sont inaccessibles et coupés de l'aide humanitaire. Alors que le monde est aux prises avec de multiples catastrophes, le Soudan reste une crise sous-financée. Mais comment en est-on arrivé là? Petit rappel avec Thierry Vircoulon. Alors les deux forces armées, c'est l'armée soudanaise d'un côté et les forces de soutien rapide du général Hemiti de l'autre. Ces deux forces revendiquent le pouvoir. Elles sont engagées dans une guerre de succession du régime de Béchir qui est tombé en 2019 et les généraux Al-Bourhan pour l'armée et le général Hemiti étaient tous les deux des piliers du régime d'El-Béchir. Donc c'est une simple lutte pour le pouvoir au Soudan. Alors ces deux camps sont soutenus par des coalitions de pays et surtout de pays moyen-orientaux. Alors du côté du général Al-Bourhan qui est à la tête de l'armée, il y a l'Égypte, il y a l'Iran également. Il y a aussi une sympathie du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis du côté du général Hemeti des FSR, on trouve le général Haftar dans l'est de la Libye, on trouve les Émirats arabes unis, on trouve également le Sud-Soudan et le Tchad. Donc on voit que ce sont des coalitions qui sont assez larges. Et pour compliquer le tout, il y a sur le champ de bataille des paramilitaires russes du groupe Wagner qui sont du côté du général Hemiti et des forces spéciales ukrainiennes qui sont du côté du général Bourhan. Le pays se délite. Selon l'OMS, la majorité des établissements de santé ne fonctionnent plus et 19 millions d'enfants sont déscolarisés, mettant en danger l'avenir du Soudan, où 42% de la population a moins de 14 ans. Pour parer au plus urgent, la communauté internationale a promis 2 milliards d'euros d'aide lors d'une conférence clôturée par Emmanuel Macron à Paris mi-avril. Pas assez, selon Thierry Vircoulon. Elle ne sera pas suffisante pour aider la population soudanaise. Il faut savoir qu'il y a actuellement 8 millions de déplacés au Soudan, plus de 1,5 million de réfugiés dans les pays voisins. Donc cette somme est en deçà d'ailleurs des estimations de l'ONU qui étaient à 4 milliards. Donc c'est la moitié des 4 milliards d'une part. Et d'autre part, c'est une aide qui risque d'arriver très tardivement, puisqu'on entre déjà dans la période de la soudure au Soudan. Selon le chercheur, sans solution rapide, l'afflux de réfugiés pourrait aussi déstabiliser la région. La majeure partie d'entre eux se trouve en Égypte à l'heure actuelle. Après, il y a un très grand contingent d'à peu près 1,5 million de personnes qui se trouvent au Tchad. Et puis, il y a aussi des réfugiés au Sud-Soudan, en Éthiopie, etc. Mais c'est surtout l'Égypte et le Tchad qui accueillent l'essentiel des 1,5 million de réfugiés soudanais. Donc ça pèse évidemment fortement sur ces pays et on voit que les autorités égyptiennes commencent à essayer de limiter l'afflux de réfugiés soudanais. Laetitia Bader, qui supervise la Corne de l'Afrique pour Human Rights Watch, pense aussi qu'il faut agir au plus vite. Actuellement, ce qui est le plus important, c'est bien sûr d'arrêter les exactions, d'arrêter les attaques directes sur les civils. Donc il faut absolument que les États qui peuvent faire pression et qui soutiennent les parties belligérantes prennent des mesures pour s'assurer que leur conduite des conflits arrête de violer le droit international humanitaire. Il est temps qu'il commence à avoir au niveau international une discussion de comment on crée un contexte dans lequel les violations sont monitorées, les obstructions à l'assistance humanitaire sont monitorées, mais qui est aussi une force présente qui permet la protection physique de la population civile. L'Arabie Saoudite doit accueillir de nouveaux pourparlers au mois de mai dans l'optique d'une trêve. Des négociations avaient déjà été organisées en 2023, déjà par l'Arabie Saoudite et les États-Unis, mais sans réelle amélioration.
Selon Thierry Vircoulon, pour arrêter les affrontements, il faudrait que les soutiens des deux adversaires arrêtent de leur donner les moyens de continuer la guerre. Sur le fil revient lundi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles dans votre application de podcast préférée. Très bon week-end et à bientôt.